Quand tu as une boîte française et que tu veux tes données soient souveraines, il faut que ton hébergement, la transition de tes données, soit sur ton territoire. Il faut permettre aux décideurs de mieux comprendre ce qu'est la souveraineté. Ça impacte la sécurité, mais ça va aussi impacter l'image. Si tu es une boîte et que ta donnée, elle est hébergée dans des sombres serveurs parce que tu as décidé de les payer moins cher, etc., que ton client s'en rend compte, t'as un effet boule de neige qui est dévastateur. Parce qu'en Hmm. fait, là, tu vas pas perdre un client, tu vas en perdre 10, 100. Ça me fait penser au mec qui met de la musique bretonne dans le frigo de sa copine parce qu'elle a mis du beurre doux dans le frigo, tu sais. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de montrer un peu en quoi l'IA c'est un accélérateur. Et bizarrement, même sur des sujets comme la souveraineté des données, c'est pas un sujet auquel en général on associe l'IA comme quelque chose qui va aider, mais plutôt le contraire. Et de voir en fait comment les gens sérieux peuvent aussi utiliser le vibe coding pour faire des apps fiables, quoi. Donc aujourd'hui, on reçoit Tristan, donc un invité qui rentre dans aucune case. Serial entrepreneur, autodidacte assumé, des boîtes dans la tech, des pizzerias. Il est connu un peu comme l'invest pizza dev. Le matin, il accompagne un groupement de pizzerias. On m'a dit qu'il a été aussi conducteur de travaux à ses heures perdues et qu'on l'a aperçu pétrir de la pâte. Mais le reste du temps, il code. Et cerise sur la mozzarella, c'est un développeur hybride. Il mixe le code pur, le no-code, le low-code pour être efficace et agile. C'est un peu le mariage du geek et de l'ultra pratique qu'a fait naître donc Anti-Slash Sovereign Company, la société phare dont on va parler aujourd'hui. Et leur mission, c'est redonner aux entreprises le contrôle total sur leurs données, souveraineté, autonomie, sécurité. En clair, il construit l'avenir numérique sans dépendance, à coup de technologie ouverte et intelligente. Alors Tristan, merci d'être là. Moi, je brûle d'impatience de découvrir un peu comment tu jongles entre business, code et Origan, et comment tu bâtis, pardon, l'autonomie numérique des entreprises. Aujourd'hui, j'ai eu un parcours où, sortie d'école, je savais pas trop, il y avait rien qui me plaisait en sortie d'école d'ingé. Et donc j'ai commencé à monter une première boîte qui était une agence de com. Euh, il y a de la concurrence, il y a du marché. Je sais coder, je sais faire du dev. Faisons des sites. Voilà, c'est commencé. C'est concurrentiel, donc ça marche. Et en fait, je vais faire un gros bond dans le temps pour pas raconter toute ma vie. On a on a eu une opportunité avec des copains un peu avant le Covid de s'associer et d'accompagner une pizzeria à Clermont-Ferrand. Il se trouve que personne voulait les suivre et en fait, on s'est réunis avec quatre potes, on a discuté avec eux. On a goûté leurs produits, c'était de la frappe, et on s'est dit, les mecs, ok, on veut vous accompagner. Notre seule demande, c'est que si on vient mettre de l'argent concrètement, on veut pouvoir développer. Et du coup, on s'est lancé. Et bah, petit à petit, et là je vais faire la jonction avec l'automation, bah, on a automatisé le maximum de processus qu'on pouvait pour un restaurant. Donc, c'est-à-dire une caisse de centralisation, l'automatisation des payes, donc là, à la caisse, on est sur Zeti, l'automatisation des payes avec Payfit, l'automatisation de la gestion comptable avec Pennylane, et du coup, récemment, on est passé sur un expert comptable en ligne, qui est Obise, puisque, bah, comme on gère beaucoup de choses, euh, ça nous allait d'avoir quelqu'un qui fasse vraiment que le légal, et puisqu'on cherchait un peu moins de conseils et un peu moins à se faire avoir au niveau des tarifs. Du coup, vous avez agrégé plusieurs plateformes SaaS et modernisé un petit peu la stack. Et après, vous avez fait les ponts entre les différents outils, quoi. Exactement, et c'est là que tu fais intervenir N8N dans tout le côté pour la restauration, y compris pour de la relance email quand il y a de la demande, y compris pour de l'analyse concurrentielle sur récupérer les notations, etc., etc., pour pouvoir avoir Hmm. vraiment une vision globale. Et Hmm. finalement, on arrive 4 ans plus tard sur cette pizzeria, à voir un truc où bah, ça marche en fait. Et du coup, tu vas pour nous dire pas mal de choses là-dessus, puisque donc on va en venir après sur qu'est-ce que tu fais en parallèle, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ça. Donc, pour repartir sur le sujet un peu d'aujourd'hui, donc on peut dire que tu prétends avoir trouvé la solution pour la souveraineté des données.
être un peu, je pense, ça c'est mon avis, hein, mais devenir le nouveau meilleur ami des DSI. Mais déjà, C'est vu ça. ça va être le sujet un peu central de l'échange, c'est quoi la souveraineté des données et pourquoi c'est important? Alors, effectivement, il faut redéfinir la souveraineté. On peut tordre la définition, mais globalement, la définition de la souveraineté proprement dit, c'est le fait, notamment dans la data ou d'une architecture IT, c'est de savoir où sont tes données, globalement. C'est-à-dire que quand tu as une boîte française et que tu veux tes données soient souveraines, il faut que ton hébergement, il faut que la transition de tes données soit sur ton territoire. Combien de boîtes ont vraiment besoin de ça en prod, à ton avis, et pourquoi? Parce que tu vois, tout le monde va pas faire d'espionnage industriel dans toutes les boîtes C'est clair. potentiellement. Donc en quoi, tu vois, en quoi ça touche tout le monde quand même ce sujet-là? Pourquoi on devrait en avoir quelque chose à faire, quoi? En fait, ça touche tout le monde parce que la souveraineté des données, elle va toucher à la fois les sociétés, peu importe leur taille. La data, qui est une data d'entreprise, par extension, mais aussi la data personnelle. Euh, la data personnelle est encore plus loin d'être souveraine. Et on a tendance à s'en moquer un peu. À tort peut-être, parce que bah, on voit la dernière fuite de données qu'il y a eu sur Apple, Google, Meta dernièrement, avec 60 milliards de mots de passe qui ont été divulgués. Hmm. Mais ça, c'est un petit peu Voilà, plus quand même un sujet. Enfin, quand tu parles de ça, tu vois, de confidentialité, ouais, sécurité. En quoi mais l'aspect derrière, souveraineté, tu vois, rentre en compte? bah, l'aspect souveraineté rentre en compte dans le fait de dire si on se souciait plus d'utiliser des services euh, qui sont effectivement plus sécurisés, mais plus ségrégés à, à des zones pour éviter la fuite et peut-être même en parler de décentralisation des données. On va pas, je vais pas aller sur la blockchain ou les initiatives qui sont là, mais pourquoi pas à terme, pour pouvoir effectivement avoir cet objectif de dire le grand objectif c'est la souveraineté de ces données. Après, on peut le guinder ou plus ou moins le terme. Mais c'est l'objectif, mais premier. Et après, il y a les objectifs sous-jacents de cette souveraineté qui sont effectivement bah, la sécurité euh, et tout ce que ça implique, tout ce que ça implique derrière et toutes les problématiques que ça peut sous-tendre par la suite. Mais Hmm. concrètement, aujourd'hui, ça c'est une vision idyllique de ce que devrait être le fait de se soucier de la souveraineté. Et c'est clairement pas le cas. En tant que particulier, on s'en fiche. Quand on a des petites boîtes et qu'on a des infras qui tournent sur du Workspace, du Google, du Office 365 ou autre, ça marche et que on fait tourner notre business et que ça nous facilite la vie. Concrètement, on s'en moque. On commence à s'en soucier à partir du moment où on commence à avoir des tailles critiques que le client final peut potentiellement être une grande structure qui a des qui a des soucis de sécurité, ou alors des marchés publics, ou alors des marchés militaires. Donc dès qu'on rentre dans des instances qui ont des besoins de criticité, la souveraineté de la donnée devient prioritaire. Pour bien comprendre, est-ce que ça a un lien avec la souveraineté des États? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu veux, quand tu es une boîte française, avoir ta donnée qui est en France et donc tu considères que tu es souverain de ta donnée? Ou alors c'est vraiment à l'échelle de l'entreprise même et il y a une dimension de posséder sa propre donnée? C'est quoi un peu pour bien... Parce qu'on entend beaucoup parler de souveraineté ces derniers temps. Juste pour remettre ça dans le contexte de la tech et d'une boîte, c'est quoi le lien avec, bah, tu vois, tous les autres sujets dont on entend parler là-dessus Mm. et comment ça, tu vois, comment ça s'articule? Comment tu sais quand tu es souverain de ta donnée et comment tu sais quand tu l'es pas et quand tu l'es pas, c'est quoi le plus gros problème, quoi? À quoi tu t'exposes? Aujourd'hui, pour savoir si sa donnée elle est souveraine, déjà, globalement, si tu utilises un outil des GAFAM, ta donnée, elle n'est pas souveraine. Tu peux être sûr que, bah, justement, à cause notamment du Patriot Act, euh,
il se réserve le droit d'accéder à la donnée d'une société, etc. Donc même s'il y a des garde-fous, il y a des contrats, il y a quand même, alors il faut pas aller dans le complotisme, hein, mais il y a quand même un risque. Du coup, ta donnée n'est pas souveraine. Donc atteindre 100% de souveraineté, c'est idéaliste. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense pas. Par contre, se servir comment se servir aujourd'hui d'indicateurs de savoir si la donnée est souveraine, d'indicateurs simples et non techniques. Eh ben, tu vas avoir des outils d'analyse, tu vas avoir le fait de pouvoir, avec des cabinets de conseil ou des spécialisés dans le domaine, poser des sondes dans des serveurs, donc avec des coûts très élevés. Tu vas avoir des outils ce qu'on appelle de data lineage pour analyser, suivre ta donnée. Ça, c'est intéressant. Je reviendrai d'ailleurs dessus parce que c'est vrai qu'on est passé de pizzeria à souveraineté sans transition, hein. J'ai quelques questions au milieu. Par contre, je voulais La juste revenir pizza sur souveraine. ouais, je voulais juste revenir sur le point que tu disais juste avant. Bon, ça c'est un gros débat, hein, c'est très qui est très clivant en ce moment, hein, quand on parle de souveraineté. Mais en fait, avant de parler même de ça, pour que ce soit possible, il faudrait qu'on ait des vraies alternatives technologiques aux Mm. GAFAM, tu vois, sur certains outils. Je pense à toutes les boîtes qui sont sur Microsoft 365, par exemple, tu vois. Même si Ah, demain des il y avait une alternatives. volonté, on n'a quand même pas encore tous les équivalents qui Si, permettraient en fait de pouvoir. Ah bon? si, t'as des alternatives. Ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut des gens un peu pour maintenir, mais et encore que. Euh, on va prendre un exemple, tu t'héberges chez Scaleway. Ok, ils sont plus chers, mais c'est l'un des seuls clouds souverains qu'on a aujourd'hui. Et tu déploies un Nextcloud. Que je sous-entendais, tu sais, par le côté on n'a pas d'équivalent, c'est que on sait très bien que la Hmm. partie facilité, adoption, expérience utilisateur, elle joue enfin tu vois, c'est important et c'est toujours une histoire de compromis, tu vois, quand t'es une boîte ou quand t'as une grosse PME, est-ce que C'est ça. ton efficacité opérationnelle elle passe pas avant ta souveraineté, tu vois, hormis si tu travailles avec le militaire et que c'est genre une contrainte contractuelle même, tu vois. Ouais. Est-ce que tu vois vraiment l'incentive est suffisante? Donc c'est vrai que c'est souvent ce débat, en parlait même pour les emails ou autres, de se dire bah en fait le fait d'avoir wrappé dans un écosystème qui fonctionne bien et qui est assez facile d'utilisation et connu, bah c'est vrai que tant qu'on n'a pas d'équivalent, ça va être difficile de parler de tu vois de de Tout rapport à de fait. force avec les États-Unis là-dessus. Bah, en fait, aujourd'hui, quand tu vois des outils, alors je reparle de Nextcloud parce que c'est assez intéressant, mais il faut être éclairé, il faut pouvoir le maintenir, il faut oser y aller. Mm. Ne pas avoir peur d'aller sur un outil qui n'est pas, qui est quand même un gros projet, attention, hein, mais qui est pas dans le l'intellect public, qui est pas connu. Et du coup, bah, on en arrive à des situations où même chez Airbus, on a du workspace. Et du coup, c'est du workspace qui est un peu fine-tuné parce que Airbus peut se permettre de demander des choses à Google. Mais du coup, c'est quand même le choix qui est fait parce que c'est plus rapide et c'est plus facile. Et ça Mm. va. Et sur certaines industries, eh ben, tu fais cette croix-là parce que tu as aussi besoin de Ouais, retrouver de l'efficacité. Alors qu'on sait que en industrie, bon bah les ouais, choses sont lentes. bien Ça, sûr. des projets, ils mettent 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mm. Donc si en plus tu rajoutes une complexité à déployer ton SI, Mm. bon bah tu perds 5 Oui, ans bien à sûr. rien faire en fait. Et puis c'est là où je trouve que c'est intéressant quand on illustre avec des grosses boîtes, bien évidemment sans rentrer dans le complotisme, mais je pense que ça n'en est pas puisque à la fin dans le marché, enfin tu vois c'est un peu, enfin les règles elles sont assez claires, mais tu te dis ben forcément t'as accès à la donnée d'Airbus et sur ton territoire t'as son concurrent direct. On peut imaginer la tentation de vouloir avoir accès à certaines informations qui, bien évidemment, je suppose, n'y sont pas dedans. Tu vois, c'est sûr. Mais on peut comprendre en tout cas l'intérêt que pourraient avoir certains à vouloir accéder à une certaine donnée quand elle n'est pas hébergée là où il faut ou protégée comme il faudrait, quoi. C'est ça. Et après tu rentres sur des problématiques autres qui est bah, l'utilisation des LLM Mm. et le fait de faire des demandes à ChatGPT au sein de grandes entreprises avec ton compte perso et finalement tu fais fuiter de la donnée. Et là c'est bon, tu vois, genre là t'es refait.
Ouais, C'est des c'est clair. cas, j'ai pas les exemples en mémoire, mais il y a eu des cas récemment de boîtes Hmm. qu'on fait fuiter sur les LLM des données sensibles et qui ont pu être retrouvées par des petits malins, on va dire. Et est-ce que tu sous-entends que quand tu n'es pas propriétaire de ta donnée, au-delà des problèmes de confidentialité, d'espionnage, etc., il y a aussi un enjeu où si c'est pas toi qui es propriétaire et qui valorise ta donnée, alors d'autres vont le faire à ta place, quoi. Alors il y a ça, il y a d'autres vont le faire à ta place. Il y a aussi quand tu es une boîte qui travaille la donnée, tu as des clients finaux. Nous, on est on est en amont. Et du coup, forcément, on est entre guillemets, on est sur du B2B2B ou du B2B2C pour certains. Bah, il y a l'image que tu redonnes à ton client derrière. En fait, ça impacte la sécurité, mais ça va aussi impacter l'image. Si tu es une boîte et qui travaille les données et que ta donnée, elle est hébergée dans des sombres serveurs parce que tu as décidé de les payer moins cher, etc. Que tu le dis pas, que ton client s'en rend compte, t'as un effet boule de neige qui est dévastateur. Parce qu'en Hmm. fait, là, tu vas pas perdre un client, tu vas en perdre 10, 100, etc. Et surtout, c'est complexe à comprendre. Si tu n'es pas du métier, si tu n'es pas data scientist, data analyst, si t'es pas CTO, dev ou quoi que ce soit, c'est imbitable. C'est imbitable. Et au même titre que le no-code ou le low-code, qui amène les gens à devenir potentiellement certains des développeurs, il faut vulgariser les éléments. Il faut permettre aux décideurs de mieux comprendre ce qu'est la souveraineté, de mieux la visualiser, de mieux comprendre l'analyse et de mieux prendre des décisions en conséquence. Hmm. Et c'est ça que j'ai pas trouvé qu'on essaye de faire aujourd'hui. Ok. Et donc du coup, si on creuse un petit peu, c'est qui s'occupe de ces sujets-là un peu dans les boîtes aujourd'hui? Ça va être une DSI, ça va être une DSI, ça va être un responsable sécu, un DevOps, SecOps, ça peut être des consultants externes. Il y a pas mal de SN sur les groupes qui vont mettre en place des équipes de sécu pour les boîtes. Donc c'est des profils techniques en fait. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à quel point le rôle de DSI en France aujourd'hui et dans nos sociétés est pas facile du tout. C'est quand Hmm, même des personnes qui sont entre le marteau et l'enclume. Il faut toujours. qu'ils fassent en sorte que ce soit super safe, de maintenir l'existant, etc. On les pousse à innover parce que il y a cette accélération des technos qu'il faut absolument intégrer si on veut rester pertinent. Et en fait, ils sont un peu tirés des deux côtés et jouent souvent le rôle de fusible. Donc, on a souvent l'habitude d'entendre dans le monde de la tech que ça tape un peu sur les services SI comme un peu frein à l'inno. Mais il faut, voilà, ça se permet de rappeler aussi que être dans leur position, c'est pas évident et qu'on leur demande des fois des choses qui sont dans le parfait extrême opposé, quoi. Et est-ce que tu sous-entends que quand tu n'es pas propriétaire de ta donnée, au-delà des problèmes de confidentialité, d'espionnage, etc., il y a aussi un enjeu où si c'est pas toi. Donc je vais prendre un projet. Alors je suis sur la version alpha, donc on a abouti à un petit projet pour Airbus. Du coup, on a déclaré tous les outils, que ce soit du software, du hardware et bientôt les personnes à l'intérieur de l'architecture. Et tout ça, ça nous amène une visualisation en format de networks et du coup en format plan de métro. Donc aujourd'hui, l'idée de cette visualisation, elle est essentiellement pédagogique parce qu'il y a pas, on n'a pas, les cercles sont pas plus grands en fonction des poids de données et de l'importance de l'impact. Il y aura sûrement des évolutions qu'on a prévues, notamment pour mettre une espèce de carte derrière pour expliquer la différence entre les pays, par exemple, si il y a une donnée qui part dans tel ou tel pays, pour avoir une seconde lecture, on va dire. Mais pour l'instant, dans la V1, on est sur cette chose simple qui est de dire, eh ben, on a une seule connexion, donc le point est léger, on a plusieurs connexions, donc le point est un peu plus lourd, et on a du bidirectionnel ici, ou de l'unidirectionnel sur ton réseau. Donc c'est pas juste visuel, c'est pas juste de lui. On voit bien le flux de données comme il est déclaré, quoi. Tout à fait, exactement. En fait, l'idée, c'était de pouvoir avoir un plan de métro, mais aussi avoir les axes des données. Donc, Ok. parce que si c'est stable, la compréhension est figée. Alors que le fait de rajouter, c'est tout bête, hein, mais cette petite animation des flux de données unis ou bidirectionnels, ça te montre déjà que la donnée, elle est injectée et elle ressort. Pour que tout le monde comprenne,
c'est quoi qui pose problème là dans la souveraineté de la donnée et avec ce qu'on voit là? Est-ce que c'est l'endroit où la donnée elle est stockée ou c'est la façon dont elle transite et où elle transite? Tu parlais tout à l'heure de différents pays par exemple. Les deux, parce qu'en fait, on considère dans l'outil deux choses, à la fois les outils et les connexions, les types de connexions. On analyse à la fois les connexions qui peuvent potentiellement utiliser des VPN, par exemple. Donc du coup, ce VPN de cette connexion va passer va sortir éventuellement. Et du coup, c'est important d'avoir à la fois l'outil, la provenance du provider, le lieu de stockage et la décision de où on décide de mettre la souveraineté de l'entreprise. C'est pour ça que dans un projet, bah là par exemple Basinga Corp ici, c'est une société qu'on a déclarée en France. Et comme elle est en Ok. France, du coup ça impacte la notation. Donc Ok. là, si je vais sur l'outil d'analyse de souveraineté, on a une notation qui est aujourd'hui de 53%. Nous, on veut aller à tel endroit sur notre donnée et sur la recherche de souveraineté. Du coup, là, on va venir déclarer la sensibilité de la donnée qu'on cherche à avoir, medium, high, critical, je vais tout mettre à fond pour voir. On veut une donnée qui est vraiment en France. Là, petit à petit, ça fait rentrer. Et tu vas voir, il y a un petit exemple qui est assez marrant. Ça va être drôle. Military grade, private sector, par exemple. Ah non, nous, on est en défense. Et on veut être full on-premise. Parce que pour l'instant, ma notation, si je remonte un peu, je reviendrai sur cette partie-là après, ma notation, elle prend en compte la sécurité, la data location, le networks, l'origine des outils et la compliance. Et du coup, pour l'instant, on a une notation qui est assez lissée avec tous les outils. Donc, tout notre travail sur Anti-Slash Sovereign Company, ça va être de venir sourcer le maximum d'informations sur le catalogue d'outils pour affiner. Et c'est pour ça que cette version-là que je suis en train de te montrer, qui est un peu notre POC, notre preuve de concept, mais fonctionnelle, est relativement déclaratif et l'algo il est hard-codé si tu veux. Donc on est en train de développer trois agents internes, dont un qui va être dédié à affiner la notation et à aller potentiellement rechercher des informations sur Ok. chacun Des des tools. changements de choix, des tools, s'ils ont changé Y leur compris, hébergement. exactement, y compris, et ça c'est là où on est un peu en R&D là-dessus, on veut aussi, y compris aller chercher les mouvements géopolitiques. Ça veut dire que t'as la souveraineté de la donnée en fonction du pays et des outils que tu as choisis, elle va forcément être impactée si tu es un outil qui est hébergé actuellement par exemple en Ukraine, ou que tu as des équipes de dev qui sont là-bas, parce ils ont des très bons développeurs sur place, et ben forcément ça va impacter ta souveraineté parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu as du flou, donc tu dégrades la note entre guillemets. Hmm. Et tes clients, tes bêta-testeurs, tout ça, c'est quoi qui en général ils vont te challenger le plus Ah ouais, c'est vachement bien. On déclare, etc. Mais du coup, ça me sert à quoi? Je dis en fait, le but, c'est à terme, dans une version qui est en train d'être développée, de pouvoir générer assez d'informations pour te permettre de monter un dossier pour aller obtenir telle ou telle certification, que ce soit de la sécurité, de la privacy, du local, du légal, etc. Donc, au-delà des recommandations qu'on va pouvoir faire avec l'outil, on va aussi après aller vers de l'action pure. Tu peux prendre une décision juste avec une reco, mais tu peux aussi, du coup, l'outil te permettra de générer un rapport et potentiellement un dossier pour aller faire une demande. Et aujourd'hui, tu vas prendre un cabinet de conseil, tu vas prendre Oui. un juriste, etc. Et Bah du coup, d'ailleurs, ça va forcément te coûter plus cher. est-ce qu'on peut prendre un exemple un peu concret que j'ai en tête? J'imagine que vous y avez pensé, même si c'est pas encore aujourd'hui la solution. Mais de mémoire, il me semble que toi, si tu as un produit, par exemple, ou si tu as un soft ou n'importe quoi, tu peux te mettre d'équerre avec la norme ISO 27000. Mais si tu veux avoir le 27001, il faut que tu fasses venir une boîte qui te fait un audit et qui, grosso modo, te certifie ça. En utilisant Exactement. cet outil-là, comment en fait tu remplis le même rôle mais sans agence quoi, grosso modo. Pour l'instant, vu qu'on est à l'état de POC et startup, légalement, tu peux pas.
Voilà, Mm. faut être concret, mais ça va être tout notre but de nous déclarer au même titre qu'une agence de vérification et de Mm. notation pour permettre de le faire. Et est-ce qu'on peut imaginer par contre que même si c'est le cas et même s'ils font appel à ces agences-là, le fait d'être Mhm. équipé d'outils comme ça, potentiellement, ça fait aussi derrière baisser le prix de Presta parce qu'ils n'ont pas tout le mapping à faire, le mapping est déjà fait, tu vois, enfin, il y a déjà Bah, même un potentiellement, ça bénéfice. mâche le travail. Hmm. Ok, Et on m'a aussi challengé sur une chose, sur le networks. J'ai commencé à t'en parler tout à l'heure, justement sur le poids de la donnée ok. et sur le fait de mieux voir et de toujours dans cette vision simplifiée euh, les countries et les pays qui vont être derrière. Tu vois, par exemple, on voit un point là qui est connecté à rien. Est-ce qu'on pourrait faire un Mhm. parallèle d'un outil qui est en sandbox, par exemple, mais il a quand même de Ouais, la data qui est hébergée, même s'il exactement. n'est pas connecté. Ok. C'est exactement pour ça on a mis, voilà, c'est un Apache Project, là, il est aux United States, mais il est connecté à rien, donc fondamentalement, lui, tout seul, il n'a pas forcément une bonne notation par rapport à ta souveraineté, mais vu qu'il vit tout seul et qu'il est connecté à rien, eh ben, il va beaucoup moins, quasiment pas impacter ta notation. Hmm. Par contre, c'est intéressant de le savoir, voir toutes ces Oui. informations-là, quoi. Ou même les enfin les X SaaS qui utilisent plein de services où des fois les DSI, les services IT savent pas, qui s'appellent de fameux Shadow IT. Bah là, en Ouais. déclaratif, ça leur permet aussi d'avoir une vision sur quelles Tout sont ce les qui totalités est, d'outils utilisés. tout ce qui est Shadow IT, effectivement, bah, comme je te disais tout à l'heure, les équipes, les people, Mm, est-ce que ce sera sur la même visualisation Project Networks ou est-ce que je vais mettre un calque par-dessus pour les rajouter? mm. J'ai pas encore décidé parce que je veux rester dans une simplification, donc je préfère prendre le temps et faire des tests avant de rajouter, admettons qu'il y ait 25 personnes dans l'équipe. Ça Mm. va être brouillon, donc pour l'instant je me Ok. concentre là-dessus. Et deux petites questions. La première, c'est si on le compare à des solutions, je sais pas moi, Microsoft Purview ou des solutions, tu parlais de Data Lineage tout à l'heure, ou même avec des sondes, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas, mais pour quels moyens à déployer, autant tu vois homme que argent, versus avec ta solution aujourd'hui, en quoi tu vois c'est un peu un game changer quoi. Ben, aujourd'hui, on a, le côté game changer, c'est le côté simplification. Ça veut dire que l'outil est fait pour aider à la prise de décision avec une visualisation simplifiée de ton archi. On n'est pas voué, en tout cas pas pour l'instant et pas sur cette mouture-là, à aller sur quelque chose de très très précis, très granulaire, sur ton info. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir à la limite, le networks, là, pour les techs, il est même pas très intéressant parce qu'il est pas assez évolué. Donc il est plutôt Mm. pour les décideurs, Ok. le CEO, le chef de projet, etc. Les techs, ils vont plus être intéressés par bah, tous les outils et l'analyse de souveraineté qui doit, à mon sens, continuer, cette page doit continuer d'évoluer et d'être, entre guillemets, un peu plus velue, Ouais. un peu plus fourni par rapport à ces besoins-là. Ok. Et pour que les boîtes puissent se projeter un petit peu aussi, là, Mhm. bien évidemment, quand on est dans des sujets de risk management, c'est assez difficile de calculer des ROI sur ce genre de solution, puisque c'est pas des. En fait, t'as les coûts que si jamais ça merde, quoi, grosso modo, hein, soyons clairs. C'est ça. Du coup, comment c'est abordé par les boîtes? Comment vous l'abordez vous? Comme l'outil est voué à être peu cher à installer, hein, on est sur une vingtaine d'euros par mois pour gérer trois projets et une équipe de cinq, donc plutôt pour les petites structures. Tu n'auras pas besoin de faire venir une boîte pendant, je sais pas moi, 3, 4, 5 jours, avec des TJM peut-être un peu élevés, 700, 800, plus de 1000, pour te faire un audit. Et le but, Ok. c'est que tu puisses faire ton audit constamment. Sur la création de cet outil-là. Donc, Mhm. bon, moi, on en a discuté déjà un peu avant, donc je sais que tu avais commencé par du vibe coding. C'est quoi le moment où tu t'es dit, tu sais, un peu l'effet waouh, quoi, où tu te dis, putain, on peut faire tout ça avec le no-code et le vibe coding, quoi. Ça a été quoi un peu cette épiphanie, quoi? Le moment où j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que c'est visuel, qu'il y a de l'animation. Le moment où j'ai implémenté la librairie des 3JS et que je me suis dit ah ouais. Et en plus, je peux même aller sur la 3D après, faire des trucs ultra sexy. Je sais pas si t'as vu la dernière mouture de Make Hmm. avec la visualisation en Oui. 3D. Eh ben, je peux le faire là-dedans avec cette librairie. Et en fait, le fait de dire, alors c'est semi-vibe codé là, mais peu importe. Euh, le fait que je peux vibe coder
puisse vibe coder des interfaces complexes de visualisation ou en édition. Je peux mettre mon mode où je veux. Mhm. Que c'est mis à jour en temps réel dans ma base de données. Ouais, là pour moi j'étais derrière mon écran et j'étais trop content. C'était vraiment l'effet waouh parce que si j'avais du tout codé moi-même, j'y serais peut-être pas arrivé, tu vois. J'aurais peut-être lâché, j'aurais peut-être fait une autre visualisation plus simple. Donc ouais, ça c'était le prime seul devant mon ordinateur me dire je vais utiliser une super bibliothèque là. Ça polarise beaucoup dans le monde du dev entre vibe coding ou pas vibe coding. Toi, Hmm. toi c'est quoi ton opinion entre, bah, tu vois, un senior dev qui vibe code, il gagne quoi concrètement? Et pourquoi un dev, il doit utiliser le no-code ou le vibe coding aujourd'hui? Ben, pour tester ses idées et avoir une vision produit, ça va lui permettre de débloquer l'explication à son équipe projet de ce qu'il a en tête et pas seulement garder sa vision du moteur de la machine dans son cerveau. Ça permet à un technique de faire ça plus facilement. Hmm. Euh, au même cadre dans l'autre côté, ça va permettre à des products d'aller de vibe coder et de prendre conscience des interactions qu'il peut y avoir et des bugs que ça peut causer et du coup du besoin d'avoir un bon moteur. Donc ça, le vibe coding pour moi, il a un effet pédagogique au même titre que l'outil anti-slashub. Il a un effet de rapprocher les techs et les non-techs, je trouve. Et du coup, pour la communauté non dev, mais qui fait du vibe coding ou qui veut vibe coder, Mhm. à ton sens, si on parle, ok, on est arrivé jusqu'au proto, c'est fonctionnel, très bien, maintenant on va aller un petit peu plus loin. C'est quoi les trucs à valider absolument avant de penser production? Si t'as vibe codé, c'est pour faire ton propre outil, donc faut être propriétaire de ton outil. Si un outil t'empêche d'en sortir, on peut prendre l'exemple de Lovable, hein. Tu veux en sortir et il reste du watermark. Et du coup, on a eu le cadre dans l'open space d'autres boîtes qui ont voulu sortir de Lovable, qui l'ont mis sur GitHub et qui ont dû passer à X jours à nettoyer le code pour enlever la watermark et en devenir vraiment propriétaire. Et ça, c'est le meilleur des exemples. Donc, tu peux vibe coder avec ce que tu veux, vérifie comment l'outil fonctionne et s'il permet de sortir et de rendre ton client indépendant d'une plateforme. Ouais. Webflow, bon exemple. Webflow, très rapide. Finalement, ça devient une chienlit à maintenir et t'es enfermé dans l'outil et ça devient très cher. Mm. Ce qui, pour certaines boîtes, est une stratégie Ce d'enfermement qui, une aussi, certaine boîte a aussi une stratégie. et anti-churn, quoi. Mais, du coup, sur le dernier sujet, quand t'es pas justement tech, mais que t'as une vision produit, on va dire que tu comprends quand même à peu près bien les différents éléments, les systèmes, etc. Mais t'es toujours pas Mhm, dev. Dans ce mhm. cas, qui maintient quand tu sais pas vraiment coder? C'est quoi un peu le coût caché de la maintenance no code? Et quand c'est qu'il faut outsourcer, vs apprendre toi-même, quoi. Bah, j'ai envie de dire dès le moment où tu vas mettre en production et que tu as le risque que ton utilisateur et ton client final ait un outil qui bug. En gros, là, tu as développé, moi je suis en bêta test, donc je peux rester tout seul. Mais si je veux aller vendre l'outil, représenter la marque, je vais devoir sortir un peu de l'outil, mais il faut quand même continuer à le vendre et avoir une stabilité. Donc il faut pouvoir mettre quelqu'un, externe ou pas. Mm. Donc c'est plutôt, je dirais, c'est la phase avant la mise en prod, où tu es en train de stabiliser ton outil. Il n'a pas besoin d'être à 100% stable, hein. De toute façon, ça évolue tout le temps. Mais je le mettrais à ce moment-là, tu vois. Genre juste avant la mise en prod, d'avoir une force de frappe externe, interne, ou te former si tu arrives à allouer ton temps. Mais en tout cas, c'est là où ça devient critique, c'est que tu ne peux pas fournir un outil pété à tes clients, quoi. Bien. Alors là, je vais te faire un petit quiz rapide, ok, Ouais. pour clôturer un peu le truc. C'est quoi le pire conseil no code que t'as reçu? Le plus gros truc bullshit qu'on ait pu me dire, c'est ça sera jamais stable. Ah non, c'est mon boulot de le rendre stable. Oui, Mm. c'est peut-être pas stable, mais il faut le rendre stable et ça fait partie du travail, ça fait partie de la valeur ajoutée que tu factures quand tu fais de l'automation. Ça ne veut rien dire, ça sera jamais stable. Parfois, tu as une automation qui est toute simple, qui est, elle surveille un mail, elle envoie une news. C'est stable. Il y a rien d'autre. Il y a deux actions. Ouais, Donc, d'accord. là, genre, Mm. donc c'est très bullshit de dire ça sera jamais stable.
Oui, il y a du boulot. Oui, il faut stabiliser. Et ça, c'est clair. Par contre, le dire, non. Est-ce que, alors si tu devais tout recoder en dur, sans utiliser de vibe coding, est-ce que tu le ferais, est-ce que tu ferais pas, qu'est-ce que tu ferais? J'irai pas vers le full développement moi-même parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est développer une société, c'est créer de la valeur ajoutée et créer de l'emploi. Et c'est ça qui m'a toujours animé, que ce soit avec la pizzeria, mes agences, etc. Où c'est qu'on peut te trouver, quoi? Comment? Alors moi, bien évidemment, je vais mettre des liens en dessous de la vidéo et tout, mais c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? C'est quoi les infos clés du moment, quoi? Contactez-moi sur LinkedIn, je répondrai à vos questions, on se met en relation. Et puis, si vous souhaitez une démo de la version alpha du Anti-Slash Hub, de la future Anti-Slash Sovereign Company, faut pas hésiter à demander. Parfait. Ça te va comme réponse? Du coup, je te propose qu'on fasse un petit quiz. Donc, le but du quiz, c'est, je vais te donner des descriptions en fait d'outils et tu dois Ouais. deviner en fait si ces outils ils existent ou s'ils n'existent pas, s'ils ont réellement été créés avec l'IA ou pas, tu vois, ou si c'est complètement bullshit. On a la Zen Rage Room, une app de méditation qui, au lieu de t'apaiser, te propose des insultes générées par IA, des bruits de perceuse et des vidéos de réunions Teams interminables pour t'aider à libérer ta colère intérieure. Ah putain, je suis sûr que ça existe. Je suis sûr que ça existe parce que c'est trop débile pour pas exister. Ok, bah ça existe pas, tu vois, ça fait une idée Ah, pour dommage. ceux qui n'ont pas. Ah, il faut qu'on crée ça. Allez, Jonas, demain on fait ça. Ça marche. Ensuite, on a un projet de passe de soirée. Un étudiant a créé un site de réservation d'événements avec de l'IA qui permet de bypasser complètement les paiements en dupliquant les requêtes réseau. Euh, Ça a pu être tenté, mais je dirais que ça n'existe pas. Alors si, ça a existé, ça a en effet aussi mal Ok. tourné, bien évidemment, mais ça a Ouais. existé, ça a été fait. Ok. Ensuite, on a le Bureaucracy Simulator. Donc, une app où tu dois remplir des formulaires administratifs générés aléatoirement, attendre des réponses automatiques de bots IA et survivre à des appels fictifs de la CAF ou de l'URSSAF. Objectif, Alors, obtenir un certificat de non-existence pour ton poisson rouge. ouais, ça existe ça. Non? Ah non, ça elle n'existe pas. Ah mais je suis sûr que t'es sûr que t'as pas un simulateur de bureaucratie en gaming. Bah, en tout cas, Ah, je l'ai pas screené sur ce, ah, mais peut-être que tu as un concept similaire, c'est pas impossible. Ensuite, on a Tabli, une application qui analyse les expressions faciales des chats pour détecter leur douleur en utilisant l'échelle de grimace féline. euh, ouais, je dirais que ça peut exister ça. Et Mais qu'est-ce qui te fait penser que ça existe? bah que les intelligences artificielles qui reconnaissent qui utilisent la vidéo sont de plus en plus évoluées. Donc je connais pas les études sur les grimaces félines des chats, mais s'il y a des choses, ça pourrait exister, je me dis. Alors, en effet, ça existe. Ok. En effet, ça existe. Je montrerai une petite capture là-dessus de l'app. Ensuite, on a AI Exorcist, un assistant IA qui détecte les présences démoniaques dans tes appareils connectés, frigo, enceinte, etc. et lance des rituels de désenvoûtement. Lecture automatique de chants grégoriens, projection de gifs de curés furieux et envoi de prières générées par ChatGPT. Alors, j'ai tellement envie que ça existe que je vais dire que ça existe pas. Ça me fait penser au mec qui met de la musique bretonne dans le frigo de sa copine parce qu'elle a mis du beurre doux dans le frigo, tu sais. Euh, mais je dirais que ça existe pas. Non, ça existe pas. Ah, mais pareil, ça donne envie. Ah, il y a des idées, hein, il y a des idées. J'ai Ensuite, on trouvé a le... Ouais. un simulateur de bureaucratie d'ailleurs. Ah, ok. Paper Please, ça s'appelle. La bureaucratie simulée. Oh putain, quel enfer. Ensuite, on a AI Enhanced Water, de l'eau en bouteille infusée avec de l'intelligence artificielle censée améliorer l'hydratation grâce à des algorithmes avancés analysant et améliorant la structure moléculaire de l'eau. Alors à mon avis, ça existe, mais l'IA elle fait rien du tout là-dedans. C'est genre du full bullshit marketing. Mais ça peut exister ça, parce qu'il y a tellement d'eau bizarre, etc. que un mec qui décide de faire de l'eau avec l'IA, ça pourrait exister. Ouais.
Ok, celle-là, elle existe. Mais tu vois, jamais j'aurais pensé. Pour moi, celle-là, tu vois, quand tu la lis, tu te dis, mais ça, c'est pas possible que ça existe, quoi. Mais il y a tellement de les os, c'est tellement un produit marketing. T'as les os, bah, je sais pas si tu te rappelles, c'est la vidéo de McFall et Carlito où ils testent plein d'eau. Ouais, t'as des trucs débiles. Ouais. Ensuite, on a Splin GPT, un chatbot qui t'encourage à déprimer avec style. Il te dit du Baudelaire, te propose des fonds d'écran gris, génère des stories Instagram mélancoliques et t'envoie des notifications. Il pleut sur ton âme dès que tu souris trop longtemps. Allez, non, ça existe pas. Non, ça existe pas. Putain, pour Ah. l'instant, tu fais un bon score là, hein. Ensuite, on a un générateur de parfums IA, des systèmes d'IA qui créent des parfums personnalisés en analysant les préférences olfactives. Ah, c'est sûr que ça existe ça. Ou en tout cas, si ça existe pas, c'est en cours de travail chez, de mémoire, c'est en cours de travail chez peut-être L'Oréal. Du coup, l'IA qui va te permettre de générer ça. Alors, en effet, ça existe. Je sais pas si c'est chez L'Oréal, mais ça existe. Et enfin, il Il y nous a, en il reste y a deux beaucoup de projets chez les parfumés qui sont dans cet ordre-là. Il nous reste deux derniers. Donc, le suivant, c'est un générateur d'iceberg. Un site qui génère des icebergs de connaissances sur n'importe quel sujet. Ça peut être des actes de vie non éthiques aux objets de fast-food maudits. Et plus tu vas dans l'iceberg, plus c'est hardcore. Ouais, d'iceberg avec le dark web, etc. Machin, là. Mhm. Je pense, allez, je vais peut-être me tromper, mais je vais dire non, ça n'existe pas. Alors, si, ça existe. Bon, pour des Ouais, raisons bah, évidentes, je donnerai tu pas le nom vois, du site. Mais ouais, ça tu existe. vois, je te dis, je pense me tromper, mais tu vois, genre, j'ai été un peu, Hmm. ok, ouais, c'est l'enfer d'Internet, quoi. C'est ça. Et enfin, il nous en reste un. Donc, c'est le faux fact-checker, une extension qui transforme toutes les infos sérieuses du web en fake news absurdes, genre Elon Musk élu Miss France 2026, le gouvernement lance une taxe sur les pulls moches, puis te propose d'y croire ou non pour gagner des points de crédulité. Ouais, alors j'ai envie que ça existe, alors je vais dire oui, parce que Et c'est non, débile. celui-là. Ouais, non, il n'existe pas. Ah, encore un truc à créer. Excellent. Bon, bah écoute, merci en tout cas d'avoir pris tout ce temps-là pour nous expliquer Anti/Sovereign Company. Je Eh ben, avec mettrai plaisir, les hein. liens hein, de ce qui est pertinent en bas de la vidéo. Et ben, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Eh ben, que ça fonctionne, tout simplement, et que je continue à m'amuser dans ce que je fais et à faire du bon travail pour mes clients. Bon, ben top. Et n'hésitez pas à contacter donc du coup Tristan si vous avez des problématiques autour de la donnée. Je pense qu'il se fera un plaisir de vous orienter et de vous aider là-dessus.